L'Ukraine vient d'envahir à nouveau la Russie et l'offensive est si puissante que les forces russes sont à nouveau en retraite. Poutine ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine lance une invasion à Belgorod et c'est pourquoi les forces russes n'étaient pas du tout préparées. Vous voyez, juste un jour avant que cette invasion ne commence, la Russie avait repoussé les dernières forces ukrainiennes de la région de Koursk et Poutine pensait que tout allait bien. La Russie avait l'initiative et les forces russes étaient aux commandes. Mais l'Ukraine a dit « pas si vite » et elle a repris l'initiative en entrant à Belgrade et en capturant encore plus de territoires russes. Mais avant de parler de cette invasion, je dois éclaircir un point, notamment concernant l'offensive ukrainienne sur Koursk. Malgré les commentaires sur YouTube qualifiant cette offensive d'échec, la réalité est bien différente. Et ici, nous avons nul autre que le général Ben Hodges expliquant ce point. Je pensais que c'était l'une des actions les plus astucieuses des Ukrainiens durant ce conflit. Je veux dire, ça a changé la dynamique. Cela a modifié l'idée que la Russie était invincible. Cela a démontré très clairement que la Russie est faible et ne pouvait même pas défendre sa propre frontière. Et pendant 7 mois, ils n'ont même pas pu éliminer la tête de pont ukrainienne à l'intérieur de la Russie. Je pense donc qu'ils ont créé un problème stratégique pour le Kremlin et ont pris l'initiative. Les commandants cherchent toujours à prendre l'initiative pour faire réagir l'ennemi à leurs actions plutôt que l'inverse. Et je pense que l'état-major ukrainien savait que la Russie ne pouvait pas percer dans la partie est de l'Ukraine. C'était donc aussi un risque prudent. Et franchement, je ne serais pas surpris s'ils tentent quelque chose de similaire dans un futur proche à une autre partie de la frontière. L'autre partie de la frontière est la région de Belgorod et cette région est juste à côté de l'oblast de Koursk. L'offensive a débuté le 18 mars il y a environ une semaine. Nous l'avons découvert lorsque des comptes pro-russes ont paniqué sur Telegram. Le 18 mars, des blogueurs russes ont affirmé que l'armée des Forces Unies avait lancé une offensive dans la région de Belgrade, comme le montre le rapport à l'écran. Leur rapport attaque près du village russe de Grafivka et de Demidivka. Nous parlerons davantage de ce dernier dans un instant. Tous ces lieux étaient proches de la frontière de la région de Sumy. Comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, les forces ukrainiennes se dirigeaient vers le village de Demidivka. C'est à peu près à 2 miles de la frontière ukrainienne, et il semblait que les forces russes n'étaient pas en mesure de mettre en place des défenses. Cette suspicion a en fait été confirmée par les actions russes elles-mêmes. Comme vous pouvez le voir, la Russie a annoncé une évacuation du district dans la région de Belgorod où les forces ukrainiennes progressaient. Puis, moins d'une semaine après cette annonce, nous avons eu la nouvelle que les forces ukrainiennes étaient entrées à Demidivka et avaient repris le contrôle du village. Le plus fou dans tout cela, c'est que nous n'avons toujours pas eu de confirmation officielle propre de l'un ou l'autre côté. Nous obtenons principalement toutes ces nouvelles de canaux Telegram pro-russes en panique. Ici, nous avons l'un de ces comptes qui fait l'annonce et nous montre les forces ukrainiennes dans le village. Demidivka, région de Belgorod. Il est désormais aux mains de l'ennemi. Le voici. Ce sont exactement les images que je filme moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ceux qui le tenaient l'ont simplement pris et abandonné. Ils sont juste partis. Et après ça, l'ennemi a pris le contrôle. Quand l'ennemi a commencé à déminer, la zone était bien minée. Mais ils ont dégagé un chemin, utilisé un véhicule de patrouille résistant aux mines pour retirer les dents du dragon et ouvert la voie pour le passage. Les forces qui étaient censées tenir la zone ont complètement échoué. Et c'est tout. Maintenant, l'ennemi est ici. Le rapport russe poursuit en disant que le règlement est sous le contrôle ukrainien. Les forces russes se sont retirées de la zone, laissant l'ennemi l'occuper. De plus, le moment du déminage de la route par l'ennemi et l'enlèvement des dents de dragon a été manqué. Les forces russes assaillent actuellement le règlement. Maintenant, cette dernière partie est une vieille tactique russe où ils se retirent d'une position, laissent les Ukrainiens la prendre, puis ils lancent une contre-offensive soudaine où ils essaient de reprendre la position. Et le plan entier de cette stratégie est qu'ils espèrent que les Ukrainiens ne sont pas préparés. C'était quelque chose qui aurait pu fonctionner au début de la guerre, mais maintenant les Ukrainiens sont bien versés dans les tactiques russes et ils s'attendent pratiquement à une offensive juste après avoir pris une position. Alors tout ce qu'ils font, c'est se préparer, prendre des positions défensives et simplement attendre que les Russes reviennent pour pouvoir les chasser correctement. Et cette fois, cela s'est passé exactement comme toutes les autres fois. C'est pourquoi nous savons déjà que les forces ukrainiennes se sont occupées de la contre-offensive russe et qu'elles ont maintenant des plans pour se diriger vers un autre village.
Comme le montre ce rapport, les forces ukrainiennes, après avoir capturé le village de Demidivka à Belgorod, ont lancé une offensive sur le village de Gravska, où des frappes sur les lignes logistiques russes sont déjà en cours pour empêcher l'entrée de réserves russes supplémentaires dans le village. L'artillerie et l'aviation ukrainienne ont efficacement frappé un pont reliant le village, coupant les approvisionnements à la garnison russe stationnée là-bas. Il est probable que dans un futur proche, les forces ukrainiennes lanceront une offensive générale vers le village. Comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, maintenant que les forces ukrainiennes ont le village de Demidovka, elles peuvent cibler ce nouveau village sur 2 fronts différents et espérons prendre plus de territoire. Ici, nous avons à nouveau le général Ben Hodges, qui explique pourquoi c'est une étape si importante que les forces armées ukrainiennes ont franchie en retournant en Russie et en reprenant l'initiative des forces russes qui venaient de prendre le contrôle de la région de Koursk. Regardons cela. Là, Jay, que j'ai entendu cela et cela ne me surprend pas. Je veux dire, regardez, les Ukrainiens se montrent beaucoup plus agiles et capables de faire ces choses que les Russes. Et les Russes ont l'avantage de la masse et le fait qu'ils ne se soucient pas du nombre de victimes qu'ils ont, donc ils continuent simplement à les envoyer. Et malgré tout, ils n'ont pas de succès. Je veux dire, après plus de 11 ans de cette guerre, et certainement plus de 3 ans depuis l'invasion à grande échelle, ils ne contrôlent toujours que 20% de l'Ukraine. Et c'est sans nous, l'Occident, nous engager à aider l'Ukraine à gagner et le soutien a été intermittent. Mais pourtant, l'Ukraine a toujours arrêté la Russie. Donc je pense que je suis toujours optimiste pour l'Ukraine. C'est vrai. Une autre chose que les gens ont soulevée lorsque l'Ukraine offensive se retirait, c'est que beaucoup de gens ont dit que l'une des raisons pour lesquelles ils se retiraient est qu'ils ne croyaient pas que Trump les aiderait à échanger le territoire de Khrouchtchev contre un territoire ukrainien contrôlé par la Russie. Pensez-vous que le contrôle par l'Ukraine d'une partie du territoire de Belgorod pourrait servir de levier dans les négociations, ou est-ce trop difficile à prévoir? Eh bien, je pense que ce que nous voyons, c'est le côté ukrainien qui réalise que, du moins dans la façon dont les négociations sont actuellement structurées, l'administration prend le parti du Kremlin. Je veux dire, les choses que M. Witkoff dit. Je veux dire, tous vos auditeurs auront regardé toute ou une partie de son interview avec Tucker Carlson l'autre jour. Je veux dire, c'est juste, il utilise les points de discussion du Kremlin mieux que Lavrov. Et donc, je pense que les Ukrainiens réalisent qu'ils vont devoir faire les choses par eux-mêmes et avec l'aide d'autres pays afin de s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans une sorte de situation où ils doivent accepter une sorte de règlement qui est désavantageux. Et surtout quand sur le champ de bataille, les choses sont en leur faveur. La seule chose que les Ukrainiens ne peuvent pas faire, ils ne peuvent tout simplement pas arrêter ce pilonnage incessant de frappes de drones chaque nuit. Et cela seul devrait vous dire que les Russes n'ont en réalité aucun intérêt à parvenir à un règlement pacifique. Ils ont augmenté l'intensité de leurs attaques pour tuer des civils ukrainiens innocents. Je pense que ce seront les Ukrainiens qui décideront si Belgorod ou une autre partie du territoire russe fait partie de toute négociation, mais je ne sais pas si c'est pour cela qu'ils le font. Il ne s'agit plus de prendre l'initiative et de forcer les Russes à devoir réagir à eux. Une grande raison pour laquelle les forces ukrainiennes sur le terrain avancent si rapidement est due au soutien arabe que l'Ukraine a pu fournir à ses forces terrestres. Vous voyez, juste hier, des missiles High Mobility Artillery Rocket System ont détruit 2 hélicoptères russes Ka-52 et 2 Mi-8 dans la région de Belgorod. De toute évidence, cela a été d'une grande aide pour les forces sur le terrain qui n'avaient plus à se soucier des hélicoptères ciblant les troupes ukrainiennes qui avançaient.
Donc, une autre partie que vous avez en quelque sorte soulevée est qu'il semble que les Russes ne valorisent pas vraiment la vie des Russes, en particulier la vie des soldats, mais de l'autre côté, les Ukrainiens accordent une grande valeur à la vie de leurs soldats, à la vie de leurs citoyens. Cela ne rend-il pas, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais même certaines personnes pro-ukrainiennes ont dit que l'Ukraine est confrontée à des problèmes de conscription, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont quitté le pays. Cela signifierait-il donc que l'Ukraine serait plus disposée à la paix, tant que cela ne signifie pas une capitulation de l'Ukraine? Cela signifie de véritables garanties de sécurité et que la ligne de front est gelée. Ce n'est pas l'impression que j'ai en parlant à mes amis ukrainiens qu'ils sont prêts à accepter une sorte de fin des combats simplement à cause des pertes qu'ils ont subies. Bien sûr, c'est misérable pour eux et de voir tant de personnes innocentes tuées par ces frappes de drones. Frapper des immeubles d'appartements se produit presque toutes les nuits maintenant. Je pense que les Ukrainiens savent que ce n'est pas une guerre avec la Russie où vous pouvez dire d'accord, nous nous rendons et alors les combats s'arrêtent simplement. Ce ne sera pas comme ça et quiconque pense que ce sera comme ça ne prête pas attention à qui sont les Russes. Ce sera Bucha et Mariupol partout et donc je pense que les Ukrainiens savent qu'ils doivent continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils aient une sorte de garantie que ce soit une force d'application du cessez-le-feu, quelque chose qui leur donne confiance que la Russie respectera tout accord. Actuellement, j'ai l'impression que les Ukrainiens n'ont aucune confiance en le fait que la Russie respecterait un quelconque accord. Et ils ont de bonnes raisons de ne pas avoir cette confiance. Je pense donc que le fait que les Russes, certainement le Kremlin, ne se soucient pas des pertes. Il existe un point dont j'ignore l'emplacement exact où ils devront commencer à se préoccuper. Je pense que c'est pourquoi ils ont évité la conscription à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, parce qu'ils ne veulent pas avoir tous ces enterrements dans ces deux grandes villes comme ils le font dans le reste de la Russie. Il y a donc une certaine préoccupation à ce sujet et à un certain moment, cela commencera vraiment à avoir un impact sur la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc, je ne sais pas où se situe ce point. Ce n'est pas la même chose que ce serait en Ukraine ou dans un pays occidental. Et vous avez raison, le gouvernement ukrainien doit trouver un moyen d'encourager les Ukrainiens à revenir en Ukraine pour être prêts à servir. C'est la tâche du gouvernement de gagner la confiance des familles que leurs soldats ne seraient pas déployés avant qu'ils ou elles ne soient correctement formés et équipés. Compris. Et à votre avis, quel serait un plan de paix réaliste? Bien sûr, nous préférerions que tous les territoires ukrainiens reviennent à l'Ukraine, revenir à la frontière de 1991. Mais l'administration Trump semble faire 3 concessions majeures. Pas de OTAN pour l'Ukraine, ce que l'administration Biden avait à peu près la même ligne. Pas de troupes américaines dans l'OTAN même, après un cessez-le-feu dans un plan de paix, et pas de retour aux frontières d'avant 2014. Quel serait, selon vous, un plan de paix réaliste et que pensez-vous de ces concessions? Eh bien, je pense que c'est regrettable que l'administration ait abandonné ces 3 choses avant même que les négociations ne commencent. Je veux dire, c'est incroyable. Laissez-moi juste dire, c'est une approche très inhabituelle des négociations lorsque les États-Unis ont un énorme levier sur la Russie. Nous pourrions faire des choses qui ruineraient l'économie pétrolière et gazière de la Russie et leur capacité à exporter. Nous pourrions ouvrir les vannes d'équipement, de munitions et de capacités pour l'Ukraine. Il y a tellement de choses que le président pourrait faire pour aider l'Ukraine à forcer la Russie à négocier de bonne foi. Il ne l'a pas fait. Et je ne peux que croire alors qu'il n'est pas intéressé ou dérangé que la Russie ne va pas négocier de bonne foi. Et M. Witkoff répète les points de discussion russes comme il l'a fait à la télévision l'autre jour. Donc, pour l'Ukraine, je pense que c'est là que l'Europe va devoir, ainsi que le Canada et bien sûr le Royaume-Uni et d'autres pays, vont devoir donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour continuer à se battre, pour continuer à défendre son territoire et son peuple et aussi l'économie de l'Europe. Je veux dire, c'est 8 ou 9 fois la taille de l'économie de la Russie. Donc, je ne suis pas convaincu que l'Europe ne peut pas faire cela,
même si les États-Unis ont tourné le dos à l'Ukraine ou se sont rangés du côté de la Russie. Je veux dire, l'Ukraine est un pays souverain. L'Europe est constituée de pays souverains et eux, surtout puisqu'ils ne font pas partie des négociations, ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce qui ressort de cela. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire ici au cours des prochains mois. Ce processus se poursuivra encore quelque temps. En fait, je vous dis ceci, je regarde toute cette chose en quelque sorte en 3 phases. La première phase est celle dans laquelle nous sommes maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas ma création, c'était le président Stubb de Finlande. Je l'ai entendu décrire cela lors de la conférence sur la sécurité de Munich, et c'était très convaincant pour moi comme moyen de réfléchir à ce qui se passe. Nous sommes actuellement dans la phase initiale de préparation. Il s'agit de l'ensemble des conversations, des discussions et des négociations qui ont lieu à Riyad, à Jeddah, à Kiev, à la Maison-Blanche, à Bruxelles, à Londres, etc. Tout cela concerne l'obtention d'un cessez-le-feu, qui est la phase 2, un véritable cessez-le-feu, pas un cessez-le-feu partiel de 30 jours. Mais sans plaisanter, le cessez-le-feu que les Ukrainiens doivent avoir pour avoir toute confiance qu'ils peuvent passer à la phase 3, qui sont les véritables négociations sur l'avenir à long terme de l'Ukraine et de la Russie, et cela engloberait bien sûr des choses bien au-delà d'une simple ligne sur le terrain en Ukraine. Et donc voilà, phase 1 est ce que nous faisons maintenant. Cela inclut également les nations parlant d'une force d'application du cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça devrait être? Quelle serait sa mission? Quelles seraient les règles d'engagement? Qui fournira quoi et qui dirigera le projet? Tout cela fait partie de la phase 1. La phase 2 serait l'établissement effectif du cessez-le-feu d'une telle robustesse que les Ukrainiens auraient confiance que la Russie le respecterait. Et cela signifie que la force de mise en œuvre du cessez-le-feu doit être présente. Et cela doit être une force capable et ayant les règles d'engagement qui lui permettraient de punir la Russie chaque fois qu'il y aurait une violation du cessez-le-feu. Sinon, les Russes n'auront aucun respect pour cela, tout comme ils n'avaient aucun respect pour le cessez-le-feu de Minsk 1 et 2. Et puis, la phase 3, comme je l'ai dit, était l'actualité. Ce sont les négociations réelles pour le résultat à long terme. Je pense que cela va durer des mois. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cela avec des bottes sur le terrain, des avions dans les airs, avec d'autres. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et réussir, cet effort doit bénéficier d'un solide soutien américain. L'Europe vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Et vous savez comment je sais que c'est vraiment terrible pour la Russie? Eh bien, nous avions des ministres russes qui restaient éveillés jusqu'à 3 heures du matin pour suivre cette réunion qui se déroulait à Londres. Et dès que les résultats de la réunion ont été annoncés, nous avons eu des ministres russes en panique et tweetant en direct leur réaction à ce qui venait de se passer. Entrons dans le vif du sujet et voyons en quoi consistait cette mauvaise nouvelle. La réunion était bien remplie, comme on peut le constater sur l'écran qui montre une salle comble. Nous avions le Premier ministre du Royaume-Uni, le président de l'Ukraine, le président de la Commission européenne, le président du Conseil européen, le secrétaire de l'OTAN, le président de la France, le président de la Finlande, le Premier ministre de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, du Danemark, du Canada, le président de la Roumanie, le Premier ministre des Pays-Bas et de la Suède, la chancelière de l'Allemagne et le plus surprenant de tous, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Il est important de noter que la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle a été un fervent soutien de l'Ukraine, allant jusqu'à dire que la Russie doit rendre tout le territoire qu'elle a annexé, et c'est exactement pourquoi le ministre des Affaires étrangères turc était ici. L'objectif de cette réunion était d'assurer l'avenir de l'Europe, de garantir la sécurité de l'Europe. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet de ce qui a été décidé lors de cette réunion. Si vous voulez rester informé sur les actualités géopolitiques comme celle-ci, abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous continuerons à fournir une aide militaire et à augmenter la pression économique sur la Russie afin de renforcer l'Ukraine dès maintenant. Deuxièmement, nous avons convenu que toute paix durable doit garantir la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Et l'Ukraine doit être à la table des négociations.
Troisièmement, en cas d'accord de paix, nous continuerons à renforcer les capacités défensives de l'Ukraine afin de dissuader toute future invasion. Quatrièmement, nous irons plus loin pour développer une coalition de pays volontaires pour défendre un accord en Ukraine et pour garantir la paix. Toutes les nations ne se sentiront pas capables de contribuer, mais cela ne signifie pas que nous devons rester les bras croisés. Au contraire, ceux qui sont prêts intensifieront dès maintenant la planification avec une véritable urgence. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cela avec des troupes sur le terrain et des avions dans les airs, conjointement avec d'autres. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit bénéficier d'un solide soutien américain. Nous collaborons avec les États-Unis sur ce sujet suite à ma rencontre avec le président Trump la semaine passée. Et permettez-moi d'être clair, nous sommes d'accord avec le président sur le besoin urgent d'une paix durable. Nous devons maintenant livrer ensemble. Enfin, nous avons convenu que les dirigeants se réuniront très prochainement pour maintenir le rythme derrière ces actions et pour continuer à travailler vers ce plan partagé. Nous sommes à un carrefour de l'histoire aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de parler davantage. Il est temps d'agir, de prendre les devants et de se rassembler autour d'un nouveau plan pour une paix juste et durable. Merci. Il est important de souligner ici que le côté américain était présent, mais par le biais de canaux en ligne. Il a participé au processus de prise de décision et a été impliqué dans tout ce qui a été discuté lors de cette réunion. En plus de cela, le Royaume-Uni et l'Ukraine ont convenu d'un accord de sécurité de 3,3 milliards de dollars et l'argent sera dispersé dans les prochains jours dès que possible. D'après ce que je peux dire, c'est un prêt, mais c'est un prêt qui sera remboursé à partir des intérêts des actifs russes gelés qui se trouvent au Royaume-Uni. Ce n'est pas un prêt que l'Ukraine remboursera, donc c'est une sorte d'aide, mais les contribuables britanniques récupèrent leur argent. Avec cet accord, le Royaume-Uni fournira à l'Ukraine plus de 5000 missiles de défense aérienne pour protéger les personnes et les infrastructures des attaques. Et comme je l'ai discuté plus tôt, les États-Unis étaient impliqués dans toutes les discussions par appel, par des canaux en ligne. Et le président Trump lui-même parlait avec le premier ministre Keir Starmer et le président Macron de France. Et voici ce qui a été discuté. Nous avons longuement discuté avec les présidents Zelensky, Macron et Trump au téléphone. Nous avons maintenant convenu que le Royaume-Uni, avec la France et peut-être un ou deux autres, travaillera avec l'Ukraine sur un plan pour arrêter les combats. Et ensuite, nous discuterons de ce plan avec les États-Unis. Donc, lors de ces appels vendredi soir, lors de la réunion d'hier, lors des appels à nouveau hier soir, je pense que nous avons fait un pas dans la bonne direction car, comme je le dis, personne ne veut voir ce qui s'est passé vendredi, mais il est vraiment important que nous gardions notre objectif central, qui est la paix durable en Ukraine. Personne ne veut plus de sang. Le premier ministre britannique a ensuite souligné qu'ils doivent tirer des leçons de leurs erreurs passées. Il n'y aura pas d'accord comme celui de Minsk que la Russie peut simplement violer facilement à l'avenir, et c'est exactement le point que Zelensky essayait de faire comprendre à J.D. Vance lorsque toute la bagarre a commencé. Zelensky essayait de souligner que l'idée d'un cessez-le-feu n'est pas quelque chose de nouveau. L'Ukraine a accepté plusieurs cessez-le-feu avec la Russie, et Poutine a violé chacun d'entre eux. Donc cette fois, les choses doivent changer. Nous ne pouvons pas juste signer un cessez-le-feu temporaire, permettant à la Russie de se rétablir économiquement et militairement avant de revenir plus tard. Il faut un meilleur soutien pour l'Ukraine pour s'assurer que la paix est durable et pour l'avenir. Je sais maintenant que le président Trump a interprété certaines de ces déclarations de Zelensky comme signifiant qu'il n'était pas prêt à négocier la paix et qu'il risquait la Troisième Guerre mondiale en poursuivant simplement cette guerre et en ne venant pas à la table des négociations. En réalité, ce n'est pas l'Ukraine qui risque la Troisième Guerre mondiale car elle veut la paix. En fait, c'est l'Ukraine qui cherche une paix durable et à long terme, et c'est ce que Zelensky essayait d'expliquer. Mais c'est la Russie qui essaye de pousser vers la Troisième Guerre mondiale. Toute petite aide que l'Ukraine reçoit, la Russie et les responsables russes, y compris Poutine lui-même, sont les premiers à rappeler au monde que la Russie a des armes nucléaires et n'a pas peur de les utiliser.
Je pense que le leader qui menace d'utiliser l'arme nucléaire est celui qui risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. De plus, c'est la Russie qui a impliqué un troisième pays dans cette guerre. C'est la Russie qui a demandé à Kim Jong-un, supplié Kim Jong-un d'envoyer des soldats nord-coréens pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Donc, c'est la Russie qui a impliqué le troisième pays dans cette guerre. C'est la Russie qui pousse pour la Troisième Guerre mondiale et c'est exactement ce que le président Macron explique ici. Par conséquent, nous pouvons agir et apporter notre plein soutien à l'Ukraine. C'est parce qu'elle défend ses intérêts légitimes et nous devons construire des éléments de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe. Mais nous ne devons pas oublier un point. Si quelqu'un joue la Troisième Guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui a commencé la guerre il y a 3 ans et il a amené 10 000 soldats nord-coréens sur le sol européen. Il a aidé l'Iran dans son programme nucléaire pour s'opposer aux Européens, impliquant même la Chine. Heureusement, il semble que cette réunion d'urgence en Europe et toutes les conversations en coulisses qui ont eu lieu entre les dirigeants européens et Trump ont aidé. Parce que Trump a publié ce tweet aujourd'hui et encore une fois, cela ne signifie pas que tout est revenu à la normale comme c'était avant toute la réunion à la Maison-Blanche, mais pour moi, c'est définitivement un signe positif et je vais expliquer dans une seconde ce que je veux dire. Mais d'abord, passons en revue le tweet. Avant de lire le tweet, je tiens à préciser que Trump a posté une capture d'écran de la déclaration de quelqu'un d'autre sur une autre plateforme. Donc, vous comprendrez ce que je dis une fois que j'aurai lu le tweet, car Trump semble parler de lui-même à la troisième personne, mais en réalité, c'est la capture d'écran de quelqu'un d'autre. Passons à la déclaration. Maintenant, Zelensky n'aura d'autre choix que de reculer et d'accepter les conditions de Trump. Mais voici la partie géniale. En réalité, Trump protège l'Ukraine sans entraîner les États-Unis dans la guerre. En négociant un accord minier, Trump garantit l'implication des Américains dans l'industrie minière ukrainienne. Cela empêche la Russie de lancer une invasion car attaquer l'Ukraine signifierait mettre en danger des vies américaines, ce qui forcerait les États-Unis à réagir. Trump a joué des deux côtés comme un maître joueur d'échecs. En fin de compte, Zelensky devra faire des concessions car sans l'appui américain, l'Ukraine ne peut pas l'emporter dans un long conflit contre la Russie. Et une fois que les entreprises américaines auront des opérations minières en Ukraine, Poutine ne pourra pas attaquer sans déclencher d'énormes conséquences internationales. Ne sous-estimez pas Donald Trump. Dans cette partie d'échecs, il a 10 coups d'avance sur tout le monde. Michael McCune. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est définitivement un signe positif. Ce tweet montre que Trump est toujours prêt à signer l'accord sur les minéraux, ce qui est une excellente nouvelle. Le point du tweet est un argument que nous avons également soutenu depuis le début. Si les États-Unis sont impliqués dans un accord sur les minéraux avec des intérêts commerciaux, cela signifie que si la Russie veut continuer cette guerre, elle n'attaque pas seulement l'Ukraine, mais aussi les Américains présents pour travailler. De plus, elle attaque les intérêts commerciaux américains et l'histoire montre que nous sommes prêts à prendre des mesures drastiques pour les protéger. C'est définitivement quelque chose avec lequel Poutine ne veut pas jouer. Heureusement, nous avons également la confirmation de Zelensky lui-même, qu'il est prêt à signer l'accord sur les minéraux. C'est quelque chose dont il ne s'est jamais retiré, ou c'est quelque chose qu'il n'a jamais nié. À la Maison-Blanche, il tentait d'expliquer sa situation et son point de vue au vice-président juriste Dr. Vance et au président Trump. Pour parler de la cession de territoire, en principe pour exprimer quelques regrets du président Trump ou pour signer l'accord sur les minéraux. L'accord sur les minéraux. L'accord est prêt. Il n'était pas prêt, malgré les différentes versions, voici la finale. Il est prêt et les ministres peuvent le signer. En tant que président, j'ai affirmé partout que nous en sommes capables. Nous ne nous sommes pas retirés. Lors de l'interview, Zelensky a aussi été questionné sur ses communications avec l'administration américaine. De plus, que pense-t-il de la démission demandée par certains sénateurs américains? Voici sa réponse. Écoutons cela. Y a-t-il eu une communication avec l'administration depuis la réunion du bureau ovale? Ont-ils pris contact avec vous? Et séparément, vous avez parlé de démission il y a quelques jours. Comment envisagez-vous les élections? Il y a une communication, mais pas à mon niveau. Oui. Concernant ma démission, si je dois être remplacé, comment puis-je le dire? Avec ce qui se passe, s'il y a un soutien pour me destituer, ce ne sera pas facile, car simplement tenir des élections ne suffit pas. Ils devraient m'empêcher de participer à l'élection. Et cela serait plus difficile. Ils devront négocier avec moi, et j'ai dit que je suis prêt à échanger ma position pour une adhésion à l'OTAN. Cela voudrait dire que j'ai réussi ma mission. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, j'aurai atteint mon objectif. Honnêtement, cependant,
Il semble que des personnes, je ne nomme personne, des citoyens d'autres pays essaient de dire aux Ukrainiens qui devraient être leurs présidents, surtout lorsque ces personnes occupent des postes officiels. Pour moi, cela semble antidémocratique et non constructif. Nous parlons de valeurs, mais ce n'est pas très démocratique. Bien que je reconnaisse ouvertement que peut-être c'est une solution pour Poutine et pour tout le monde. Je suis prêt à échanger ma position contre une adhésion à l'OTAN si on ne me considère pas assez flexible. Puis-je simplement demander, vous avez fait allusion aux citoyens d'autres nations. Je veux dire, depuis l'incident, le sénateur Lindsey Graham a dit que peut-être vous devriez envisager de démissionner. Le président Mike Johnson a suggéré aujourd'hui que vous devriez peut-être démissionner. Pensez-vous que votre attitude ne les regarde pas? Lindsey Graham est un homme sympathique et agréable. Mais quand il s'agit de décider qui devrait être président et si je devrais démissionner, je pourrais même lui accorder la citoyenneté ukrainienne. En tant que citoyen ukrainien, sa voix aurait plus de poids et je l'écouterais davantage. Mais quand il s'agit de choisir le président, Lindsey Graham représente un parti défendant les valeurs démocratiques. En définitive, le président de l'Ukraine sera choisi en Ukraine, et non par Lindsey Graham. Peu après, le secrétaire d'État Marco Rubio a donné une interview à American Broadcasting Company apportant plus de précisions sur ce qui s'est exactement passé en coulisses ce jour-là à la Maison-Blanche avec Zelensky, Trump et Juris Dr. Vance. Personnellement, je pense que Marco Rubio est l'une des voix pro-ukrainiennes de l'administration et l'une des voix pro-ukrainiennes impliquées dans ces négociations. Il est donc positif d'entendre sa perspective. Cependant, je ne suis pas entièrement en accord avec sa première interview suite à la bagarre de vendredi. Mais la deuxième était un peu plus mesurée et il a expliqué les choses beaucoup plus calmement. Alors, écoutons cela. Personne ici ne prétend que Vladimir Poutine recevra le prix Nobel de la paix cette année ou sera élu homme de l'année par l'association humanitaire. Ce que nous soutenons ici, c'est qu'il a un très grand pays. Ils sont en pleine préparation à la guerre. Ils fabriquent des armes à un rythme suffisant pour préparer la guerre. Et nous devons trouver un moyen de les faire arrêter la guerre. La seule façon de résoudre le conflit est d'impliquer les Russes dans les négociations, ce que ni les Européens ni l'administration Biden n'ont réussi à faire. C'est l'objectif, aussi simple que cela. Pouvons-nous essayer de nous asseoir avec eux et déterminer s'il y a quelque chose? Quelles sont les exigences des Russes? Dans quelles conditions les Russes seraient-ils prêts à arrêter cette guerre? Comme je l'ai dit, nous ignorons ces conditions car nous n'avons pas discuté avec eux depuis 3 ans. C'est l'objectif unique ici, c'est d'essayer de mettre fin à ce conflit. Et cela commence par les amener à la table des négociations. En fin de compte, comme pour tout cessez-le-feu ou accord de paix dans le monde, ces choses devront être appliquées et durables. Des mesures de sauvegarde sont nécessaires, c'est compris par tous. Mais tout commence par une première étape. Les engager pour voir si c'est possible. Sinon, nous nous dirigeons vers une impasse prolongée avec des milliers de morts, des milliards de dollars dépensés et encore plus de destruction. Et ce n'est pas quelque chose que le président veut faire partie. Il l'a très clairement fait comprendre. Il a aussi expliqué la résolution de l'Organisation des Nations Unies présentée par les États-Unis la semaine passée. Et il y a eu beaucoup de réactions négatives à cause de cette résolution, car beaucoup de gens se sont plaints que les États-Unis n'ont pas désigné la Russie comme l'agresseur dans cette résolution. Et ce n'est absolument pas juste pour l'Ukraine de faire cela. Alors qu'en réalité, Rubio soutient ici que c'est la première résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité, où nous n'avons pas eu de résolution adoptée depuis les 3 dernières années depuis le début de la guerre parce que tous les membres permanents ont un droit de veto, ils peuvent donc opposer leur veto à toute résolution et elle ne sera pas adoptée. Mais cela a été approuvé par chacun d'entre eux. Et le libellé de la résolution n'était pas aussi mauvais que les médias l'ont fait croire. Alors écoutons son explication. La guerre a été horrible. Il est temps qu'elle prenne fin. Le rôle de l'Organisation des Nations Unies est d'apporter la paix mondiale. Je croyais que l'Organisation des Nations Unies avait été créée pour stopper et prévenir les guerres, ce que la résolution a fait. Était-elle hostile envers les Russes? Non. Revenons à l'essentiel. Elle n'a pas fait l'éloge des Russes, seulement dit que c'est une mauvaise guerre qui doit prendre fin. Et d'ailleurs, au Conseil de sécurité, ce qui n'a pas été largement rapporté, la première résolution sur l'Ukraine qui a été adoptée par le Conseil de sécurité en 3 ans a été adoptée cette semaine grâce au leadership du président Trump. Et c'est une résolution qui dit « Mauvaise guerre doit prendre fin. Rassemblons les deux côtés ». C'est ce que dit la résolution. Encore une fois, à quoi sert l'Organisation des Nations Unies? N'est-ce pas un forum pour promouvoir la paix dans le monde? Maintenant, la Russie n'était clairement pas contente de tout ce qui s'est passé hier, surtout de la réunion à Londres, de la réunion d'urgence et de tout ce qui a été annoncé à la suite de cette réunion. Ici, nous avons l'ancien président russe et marionnette préféré de Poutine, Dmitri Medvedev, expliquant pourquoi il est si furieux à propos de la réunion à Londres.
Le coven russophobe anti-Trump s'est réuni à Londres pour prêter allégeance aux nazis insignifiants à Kiev. C'est une vue honteuse, pire que la diarrhée verbale d'un clown dans le bureau ovale. Ils veulent continuer la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Je ne sais pas si c'est anti-Trump quand Trump lui-même a appelé et a participé aux négociations. C'est essentiellement la stratégie du Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti russe, qui consiste à essayer de trouver des fissures dans la relation entre les États-Unis et l'Europe et à essayer d'élargir cette fissure afin qu'ils puissent éloigner davantage l'Europe et les États-Unis. Ils pensent avoir une meilleure chance de gagner cette guerre, de prendre le contrôle de l'Ukraine, et ils ont simplement une meilleure chance d'accroître leur influence dans le monde s'ils peuvent simplement éloigner les alliés qui se méfient des actions russes. Et c'est exactement ce qu'il fait ici, anti-Trump, alors qu'en réalité les États-Unis étaient impliqués dans ces discussions. Et comme le premier ministre Keir Starmer l'a lui-même dit, il a appelé le président Trump et a discuté des prochaines étapes. Désormais, la panique s'empare non seulement des responsables russes comme Dmitry Medvedev, mais aussi de la télévision du Kremlin. Nous avons des propagandistes russes sur la télévision du Kremlin qui sont extrêmement inquiets à propos d'une possible alliance militaire européenne. Écoutons cela parce que c'est très satisfaisant. Je ne rejetterai pas les déclarations de Meretz et Hollande comme étant non sérieuses, contrairement à beaucoup ici. C'est très sérieux. Je saisis que l'Union européenne pourrait reproduire un scénario semblable à celui vécu avec la Pan-Europe, le pacte de 1933 réunissant la Grande-Bretagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. L'Allemagne obtient le droit de se réarmer et de former une grande armée européenne. C'est ce que ce quatuor pourrait accomplir. Répétez cette expérience. C'est vrai, cela a échoué dans les années 30, mais l'idée pourrait très bien être relancée dans le cadre de l'Union européenne. Je ne rejetterai donc pas ces pays à la légère comme beaucoup ici. Ces nations ont une histoire militaire puissante et des traditions solides. Il n'y a pas si longtemps, ils faisaient partie des armées les plus puissantes du monde. Nous ne devrions donc pas les traiter avec dédain, ni sous-estimer la menace qu'ils représentent. Le prochain clip que j'ai du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov est vraiment ironique. C'est un exemple parfait de dissonance cognitive où quelqu'un dit une chose mais ses actions sont totalement différentes. Ici, Lavrov dit que l'Europe est le pire endroit au monde. Tous les problèmes des 500 dernières années proviennent d'Europe. Tous les problèmes humains, mais ensuite, nous avons Lavrov qui envoie ses propres enfants dans les universités européennes pour les vacances et les études. Et en plus de cela, Lavrov lui-même a acheté plusieurs propriétés de plusieurs millions de dollars partout en Europe avant que la Russie ne soit sanctionnée et expulsée d'Europe. Tous les oligarques russes. Alors, qu'est-ce que c'est? L'Europe est-elle le pire endroit au monde? Ou est-ce un endroit où vous envoyez vos enfants pour vous assurer que vos enfants russes ne reçoivent pas l'éducation russe? Ils vont en Europe pour leur éducation et vous y cachez vos gains mal acquis dans votre petite cachette. Vous cachez vos yachts et bateaux de centaines de millions de dollars en Europe, mais ensuite, vous dites aussi publiquement que c'est le pire endroit du monde. Écoutons ce clip. Au cours des 500 dernières années, lorsque l'Occident a plus ou moins pris la forme dans laquelle il est parvenu jusqu'à nos jours, naturellement avec quelques changements, toutes les tragédies du monde ont pris naissance en Europe, où était le résultat de la politique européenne. La colonisation, les guerres, les croisades, la guerre de Crimée, Napoléon, la Première Guerre mondiale, Hitler. Si nous regardons rétrospectivement l'histoire, les Américains n'ont joué aucun rôle instigateur, encore moins incendiaire. L'Europe était un endroit si horrible que l'Union soviétique a dû construire un mur pour garder les gens à l'intérieur. Rappelez-vous simplement de cela. Enfin, comme vous le savez, au cours des 2 dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées par YouTube pour avoir parlé de sujets sensibles et couvert des événements violents. C'est pourquoi nous avons récemment ouvert les adhésions sur la chaîne, vous permettant de soutenir directement notre contenu. Si vous appréciez nos vidéos et que vous pouvez nous soutenir, vous pouvez vous inscrire à notre adhésion. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous continuerons à faire les vidéos dans tous les cas. Cela coûte moins cher qu'une tasse de café chez Starbucks et c'est grandement apprécié.